l'énergie atomique elle-même. Il y a quelques mois à peine, peu d'entre nous étions familiers de ce concept. C'est le mot de sobriété. Il y a une deuxième manière d'économiser de l'énergie qui s'appelle la sobriété. Pas de rationnement, pas de coupure. La mairie a donc baissé le chauffage de 18 degrés. Économisons l'électricité. Si on nous coupe le courant, il n'y a plus rien. On ne pourra pas payer, parce que quel service municipal je ferme pour compenser? Mais eux, ils connaissent même pas c'est quoi le mot sobriété. La sobriété n'est pas Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sobericast. Aujourd'hui je suis en compagnie de Antoine Weidman, étudiant-chercheur à la chaire Réseau électrique et Société en transition, qui va nous parler de sa thématique de recherche, les différents scénarios énergétiques. Tu es du coup spécialiste à la chaire RISET des questions du mix énergétique, c'est bien ça ? Spécialiste, je ne sais pas si c'est à moi de répondre spécialement, mais oui, en effet, j'ai étudié le mix énergétique français à travers le prisme des scénarios qui ont été produits par différentes instances, donc en particulier RTE, Réseau de transport d'électricité, mais également Enedis, qui se contente de faire un scénario de transition énergétique qui est un peu un corollaire de celui d'RTE, car RTE s'occupe des grandes lignes et Enedis des plus petites. Également, certaines associations ont été incluses dans mon étude sur du mix énergétique, de cette transition possible du mix énergétique vers une énergie plus décarbonée, une énergie plus verte, en particulier les associations Négawatt ou Virage Énergie. Il y a également d'autres instances qui sont capables de produire des scénarios sur l'énergie, mais plus globalement sur la manière dont aussi on utilise l'énergie. Il n'y a pas que la production. Par exemple, l'ADEME, qui a fait un scénario beaucoup tourné autour des usages de l'énergie. Et en particulier, ce qui m'intéresse, c'est la place de la sobriété qu'il peut y avoir dans ces scénarios aussi, même si ma mission principale est de comparer un petit peu tous ces scénarios et voir l'évolution de ce mix énergétique. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse, et du coup je vais pouvoir rebondir sur ces fameux scénarios. Est-ce que tu peux me dire de quoi il en retourne en fait finalement? Quels sont les scénarios de transition énergétique? Alors, il y a différents scénarios de transition énergétique. Il y a le scénario d'RTE, qui est un des scénarios les plus lourds, les plus complexes, en particulier car c'est un scénario qui en propose plusieurs trajectoires dans l'évolution du mix énergétique, propose un scénario avec beaucoup de sobriété et un scénario avec beaucoup de réindustrialisation, qui sont parfois en fait antinomiques en termes d'évolution de la consommation d'électricité. Il y a un scénario de réindustrialisation, par exemple, il va falloir beaucoup plus de térawattheures produits pour alimenter la réindustrialisation que le scénario sobriété profonde, où là, il va y avoir une diminution des térawattheures consommés, donc du coup, un besoin moins grand de térawattheures produits. Il y a des chemins de crête qui existent entre les deux, dont des scénarios qui sont en particulier penchés autour de l'électrification des usages, plus ou moins grande, donc la capacité qu'a le mix énergétique à prendre une part de plus en plus importante dans le mix énergétique, donc l'électricité qui prend une plus grande part dans le mix énergétique, ou alors le fait de réduire la part de... Enfin, je n'ai pas vu encore de scénario qui propose de réduire la part de l'électricité dans le mix énergétique. Dans tous les scénarios, quoi qu'il arrive, c'est une tendance lourde. L'électrification des usages va faire que l'électricité prend de plus en plus de place en pourcentage, une plus en plus grande part dans le mix énergétique. Même si de manière globale, le mix énergétique tend à se contracter, la part de l'électricité à l'intérieur tend à augmenter. La consommation en électricité tend soit à être stable, soit à augmenter légèrement, soit à diminuer légèrement en fonction des scénarios de chacun. Donc par exemple, le scénario de Négawatt, donc une association, lui est très très sobre énergétiquement, et donc en particulier sur l'électricité, il appelle à réduire la consommation d'électricité, très très clairement. Et alors du coup, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ta réponse qui est extrêmement complète, c'est que tu parles de négawatts et tu parles du fait qu'ils veulent limiter la consommation électrique, mais tu dis qu'à la fois dans tous les scénarios, il n'y a jamais de baisse de la production électrique. Est-ce que tu pourrais me donner deux scénarios qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre ? Oui, bien sûr. Toujours sur cette même base de scénario
où il y a une dichotomie qu'on peut faire apparaître entre un scénario d'RTE, réindustrialisation profonde, si on prend le choix de mix électrique le plus nucléariste que nous propose RTE. RTE nous propose plusieurs scénarios, dont certains qui sont à 100% avec des énergies renouvelables et d'autres qui sont avec des constructions supplémentaires de réacteurs nucléaires. Face à ça, il y a des scénarios de Négawatt qui promeut la sortie du nucléaire et une sobriété énergétique pour tout le monde. Donc en fait là, en termes d'unité de production d'énergie, il y a une opposition radicale du tout au tout. Il y a construire plus de centrales nucléaires, une politique de centre de production électrique très importante avec des centrales supplémentaires, avec des SMR, donc des petits réacteurs modulaires disséminés sur le pays, avec la construction de toute une nouvelle génération d'EPR, tel que celui qui n'est pas terminé à Flamanville actuellement, et la prolongation dans leur durée de vie des centrales nucléaires actuelles. Alors qu'en face, on est sur une sobriété beaucoup plus profonde, une trajectoire d'industrialisation moins importante, si on considère l'industrie nucléaire, par exemple dans l'équation, avec une sortie progressive du nucléaire et la fermeture des centrales le plus rapidement possible, avec en parallèle la montée en puissance de tout type d'énergie renouvelable, tout type de NR, donc que ce soit que du solaire, de l'éolien, de la production marémotrice, tous les types d'énergie sont convoqués pour pallier justement à cette production électrique nucléaire qui représente aujourd'hui une immense majorité de notre mix électrique. Tous ces scénarios que tu nous cites et qui sont extrêmement, en tout cas moi que je trouve extrêmement captivants, à quoi servent-ils déjà d'un point de vue effectivement pour faire c'est un peu du prospectivisme finalement par rapport à la transition énergétique qui est en cours, transition énergétique bien sûr avec des gros guillemets comme on aime les mettre à la chaire Reset. Et du coup, quel est l'intérêt du coup de la chaire de t'avoir donné ce très beau sujet de recherche, les scénarios de transition énergétique? Alors, notre intérêt à faire une analyse comparative de ces scénarios prospectifs, c'est justement de pouvoir replacer un cadre pour nos études. C'est d'avoir un cadre qui soit tout à fait défini avec du coup une personne dédiée pour les étudier afin de mieux comprendre les tenants, les aboutissants de cette transition énergétique, cette bifurcation, comme certains l'appellent, pour savoir sur quel fondement technique on va pouvoir faire une transition énergétique et après ensuite pouvoir l'appliquer à tous les effets que l'on pourra voir sur la société. Tous les effets que ça va avoir sur le changement de culture, sur les changements des pratiques, les changements que l'on a dans notre vie le plus profondément possible. Quel est le rôle, vu que tu es historien, étudiant-chercheur au sein de la chaire Reset, quel est le rôle, quel est pour toi l'intérêt d'étudier ces scénarios, mais surtout au prisme des sciences humaines et sociales ? Alors absolument, le rôle de l'historien dans la prospective, c'est quelque chose qui peut paraître antinomique, mais au contraire, c'est tout à fait intéressant de pouvoir croiser justement ces différentes disciplines, d'arriver depuis l'apport de l'histoire, comprendre les dynamiques de changement, de tendances lourdes, que ce soit dans la société, dans les usages et les pratiques qui forment les consommations et qui parfois les usages liés à la consommation qui forment la culture. Après, il est certain que ce qui est le plus difficile à changer, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Avant de faire changer la culture, avant de faire changer les pratiques, il va falloir un petit peu de temps. C'est une mécanique lourde avec beaucoup d'inertie, la société. Donc, il y a besoin justement de ce recul historique pour arriver à se projeter dans demain pour la trajectoire et pouvoir tracer cette courbe pour le futur et comprendre vers où elle va, comment on peut l'infléchir et comment les différents scénarios que l'on nous propose pour la transition énergétique peuvent infléchir ces trajectoires, que ce soit de consommation, des usages, de culture liés à l'électricité. Comment tu définirais en fait, moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup, un historien qui fait l'histoire du futur? C'est intéressant comme définition de la prospective, mais pourquoi pas? C'est pas de la divination, c'est pas être devin, c'est tirer des conclusions tout à fait raisonnables, modérées, avec une méthode scientifique.
Ce qui fait tout le fondement du travail de l'historien, c'est la construction du savoir. Comment est-ce qu'on construit un savoir historique ? Et la question de la méthode est centrale. La science, c'est pas une accumulation de données sans sens, c'est pas une accumulation de chiffres ou de connaissances. Non, la science, c'est une méthode dynamique qui permet d'aboutir à parfois des débats scientifiques, mais aussi de trancher des conclusions sur les faits et leur interprétation. La méthode scientifique, elle est héritée directement de ce doute raisonnable, d'une certaine forme de pensée critique sur les faits, sur les objets et sur justement toute la transversalité que nécessite l'histoire. La transversalité avec l'anthropologie, avec la sociologie, avec d'autres disciplines et même des apports de l'économie, du droit. Et nous devons avoir une connaissance généraliste sur ces sujets pour avoir un cadre de pensée qui soit cohérent pour interpréter le passé proche, et si ce n'est peut-être aujourd'hui un passé qui influence notre temps présent. Notre temps présent, c'est celui qui va influencer le futur. Donc, bien comprendre le temps présent et les dynamiques en place, grâce à cette méthode, c'est pouvoir comprendre un peu mieux ce qui va arriver dans le futur. Ce n'est pas de la prédiction, ce n'est pas tout à fait, c'est pas, on ne revendiquerait jamais le fait que ce soit exact ce que l'on dit. Par contre, il y a une probabilité importante que certains chemins pris aujourd'hui par des décisions impactent lourdement ce qui va se passer demain. Ça, c'est absolument évident, et on essaie de mesurer la manière dont c'est possible. J'aimerais que tu me dises ce que tu cherches à montrer et à démontrer au fil de tes recherches en fait sur ces scénarios concernant la transition énergétique, sur le mix énergétique, voilà. Qu'est-ce que tu cherches du coup à montrer, peut-être à mettre en lumière quelque chose qui est peut-être trop enfoui dans le discours public, dans le discours politique. C'est vrai que de suite on a l'impression qu'on part dans une direction, on ne sait pas laquelle, qui est celle annoncée en tout cas cet été de manière officielle par les pouvoirs publics de sobriété. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de sobriété. Et qu'est-ce que du coup tu cherches à montrer, et qu'est-ce que tes travaux ont montré à présent comme résultat ? Alors, on ne peut pas partir du présupposé que l'on cherche à montrer quelque chose pour qu'on puisse avoir un travail scientifique honnête. On va se baser sur, évidemment, tout ce que l'on étudie pour en tirer des conclusions, et c'est là que l'on aura démontré quelque chose. Il faut partir sans a priori pour avoir un résultat exploitable, concret et tout à fait vérifié, certifié. Donc, on est parti avec l'idée d'essayer de regarder comment était traitée la sobriété à l'intérieur de ces différents scénarios. Et la sobriété, elle est traitée par différents moyens. Et très souvent, dans le discours public, il y a une confusion entre la sobriété et l'efficacité. L'efficacité, c'est la manière qu'on a d'améliorer par l'innovation technique des objets que l'on a pour qu'ils consomment moins. La sobriété, c'est beaucoup plus radical. Ça confine à ne pas consommer du tout. Plutôt que d'avoir un chauffage qui consomme moins d'électricité pour la même température, c'est de ne pas allumer le chauffage du tout. Et c'est là qu'on trouve que c'est un terme assez choquant quand on peut le prononcer, mais la commotion sociétale que ça peut mettre en œuvre, justement, la sobriété, c'est beaucoup plus important que ce que pourrait mettre en œuvre justement l'efficacité. Et quand on parle aux gens d'efficacité ou de sobriété, c'est difficile de faire vraiment la part des choses entre les deux. Donc la sobriété, car vu que c'est la chose qui pourrait paraître la plus brusquante pour les gens et modifier le plus de choses dans nos cultures, nos manières d'être, c'est ça qui est l'objet culturel le plus intéressant à étudier, car c'est peut-être celui qui va changer le plus de choses dans nos vies. Tu parlais du rapport efficacité et sobriété qui au final dans le fond ne sont pas du tout les mêmes en fait. Enfin, on pourrait dans l'imaginaire penser que on peut être efficace et être à la fois sobre, mais c'est vrai que dans ta définition et ce que tu proposes, c'est vrai que c'est totalement à l'opposé en fait. Donc c'est extrêmement intéressant. Et du coup, au sein de la chaire, tes recherches, comment sont-elles intégrées en fait avec les autres étudiants-chercheurs ? J'avais du coup interviewé récemment Pauline Romary qui du coup s'occupe de mener une grande enquête sur les pratiques des Girondins sur la sobriété énergétique. Est-ce que vous travaillez ensemble sur ce genre de sujet ? Alors, avec Pauline Romary, on échange énormément sur les résultats de ses recherches. On fait des réunions régulièrement avec toute l'équipe pour comprendre un peu mieux où est-ce que chacun en est sur sa mission.
L'avantage de ces réunions-là, c'est que on parle très librement de ce qu'on trouve, et en plus on produit parfois quelques petits travaux, des fiches, des notes à disposition des autres membres pour voir où en sont l'avancée des travaux de chacun. Et ces séances de mise en commun que l'on a sont assez importantes pour mieux comprendre chacun dans son sujet quelles sont les implications que peut avoir le sujet de l'autre. Et en particulier, l'enquête de Pauline, elle est fondamentale pour avoir un panel justement de répondants qui nous montre comment ces thèmes sont compris par la population, par la société, et voir d'une certaine manière où en est la progression de l'idée dans la tête des gens. Et il y a quelque chose qui est tout à fait crucial, c'est qu'on a commencé cette étude bien avant l'été, bien avant qu'on parle de sobriété partout dans les médias. Et on voit très bien qu'il y a une différence d'acculturation des répondants entre avant l'été et après l'été. Il me semble qu'après l'été, il y a une tendance qui se dessine au fait que les gens soient un peu plus acculturés au sujet. Mais c'est pas moi qui gère ça, je m'en tiens au dire de Pauline, et nous analyserons plus précisément les résultats dans des rendus futurs que nous ferons. Alors du coup, c'est dans ce que tu dis, ce que tu viens de me dire, du coup, on peut comprendre en fait que vous nourrissez l'un et l'autre des travaux de chacun pour alimenter du coup vos projets et vos thématiques respectives. Du coup, c'est vrai que vous êtes un peu un binôme au sein de la chaire sur la sobriété énergétique. C'est extrêmement intéressant de savoir que du coup, ces recherches te permettent en fait de nourrir le temps présent, tout ce pan-là. J'imagine que pour toi ça doit être très agréable du coup d'avoir presque des données en temps réel en fait, et à la source même finalement des personnes. Donc j'imagine que ça doit être extrêmement plaisant de travailler comme ça, et de sa part je pense qu'elle doit aussi se servir du coup des travaux sur les scénarios pour nourrir son étude sur la population girondine. Absolument, c'est extrêmement enrichissant, mais je voudrais pas diminuer les mérites de Lucas, hein. Le vrai binôme, c'est Pauline et Lucas, qui eux s'attellent à faire passer les entretiens et à les retranscrire par écrit. C'est fastidieux, c'est long, et je ne leur envie pas ce travail du tout, vraiment. Je suis un petit peu plus isolé en fait sur la mission que je fais, à éplucher les scénarios qui font 500 pages, parfois plus, et essayer de comparer, de voir les lignes de fracture, le chiffrage en térawattheure, les différents horizons qu'ils se mettent, même si tous les scénarios sont à peu près d'accord pour dire que l'horizon c'est 2050. Voilà, c'est comprendre ces scénarios-là. Et à côté, nous avons également Victor qui s'occupe de l'historicisation de ces concepts, qui lui se retourne un peu plus en arrière, et tout à fait intéressant aussi de pouvoir tirer tout ce qu'il a à nous dire, à nous enseigner sur l'historicisation de ces concepts, leur apparition dans les médias, les différentes stades auxquels le terme a pénétré dans la société, et comprendre ça au prisme de la trajectoire qu'aura ce terme dans le futur, c'est tout à fait crucial. Oui. Est-ce que tu pourrais me présenter le projet SOCAT ? Le projet de SOCAT. Alors, c'est une étude de cas qu'il y a un petit peu proche de moi dans la Nouvelle-Aquitaine, parce que notre vrai champ d'études géographiques se situe en Nouvelle-Aquitaine. Alors, la majorité des répondants que l'on a lors de l'enquête sont girondins, mais il y en a aussi des périgourdins. On a quelques personnes qui viennent un peu partout de Nouvelle-Aquitaine, donc on a essayé d'élargir au champ régional. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a SOCAT, l'exemple typique d'un conflit de voisinage, si j'ose dire, d'installation d'ENR, donc d'énergie renouvelable, de centres de production d'énergie renouvelable. Donc c'est des hectares de forêt qui devaient être rasés pour placer à cet endroit des panneaux photovoltaïques pour faire une centrale solaire. Il y a différents recours qui ont été déposés pour stopper ce projet. Les procédures sont en cours, en particulier avec des associations écologistes, mais aussi des associations de chasseurs qui, sur le moment, ont trouvé un terrain d'entente contre l'installation de ces ENR, avec également des élus locaux qui ont soutenu, donc contre les entreprises qui voulaient installer ces panneaux solaires. Et du point de vue de l'historien, c'est évidemment qu'il y a eu beaucoup de luttes par le passé sur l'implantation de certains sites. Je pense
particulier au site nucléaire, les grandes manifestations qu'il y avait pu y avoir dans les années 90 contre Super Phoenix, le lancement de ce réacteur à surgénérateur. Là, on est sur un autre type de manifestation, qui est une manifestation contre des énergies renouvelables. Donc, c'est amusant de voir cette non-dichotomie qu'il y a, par exemple, voir si c'est les mêmes personnes qui luttent, par exemple, d'un côté contre le nucléaire dans les années 90 et aujourd'hui, qui luttent contre un projet solaire, car il détruirait l'habitat de la biodiversité. C'est assez intéressant. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de réponse binaire. C'est des sujets complexes. C'est des sujets justement de société. Et la société, elle est complexe. Donc il y a besoin de discussion. Il y a besoin de regarder avec précision. Est-ce que pour arriver à un mix énergétique, un mix électrique en particulier décarboné, quels sont les leviers que l'on a? Et justement, ces leviers sont tous à regarder à l'aune, pas uniquement de la décarbonation, mais peut-être de l'écologie de manière plus globale. De l'écologie avec tout ce qu'elle a de préservation de la biodiversité, de ne pas intoxiquer son environnement naturel, de ne pas déverser pesticides et autres dans les cours d'eau, dans les rivières, voir quels sont les sous-produits des productions électriques qui peuvent être dangereux aussi pour la biodiversité, pour l'environnement. Et ce n'est pas qu'une affaire de décarbonation. Pourtant, la stratégie nationale bas carbone, c'est bel et bien la feuille de route qu'a, par exemple, RTE. Mais heureusement, ils pensent un petit peu plus aux autres applications de l'écologie. La décarbonation est un premier pas. Et nous regardons vers quelle trajectoire il est possible d'emprunter. En effet, il y a une trajectoire qu'il est possible d'emprunter vers plus une écologisation des pratiques. Et le terme dynamique, écologisation, est plus parlant que le terme écologie. C'est un terme statique. En fait, c'est un processus. Et le processus a différentes manières d'évoluer. Donc, il peut évoluer pour aller au-delà de la décarbonation, mais on est aussi là pour regarder le fait que la décarbonation, elle est peut-être pas suffisante. Qu'est-ce que tu penses globalement du coup de ce rôle d'étudiant-chercheur au niveau de l'université? On sait très bien que l'université a du mal à se familiariser avec le monde professionnel, ou en tout cas à endiguer ses étudiants vers ce monde-là en fait. Qu'est-ce que tu penses du coup de la chaire RISET tout simplement, de ces différents projets et de ces différentes thématiques de recherche, en tout cas pour l'année 2021-2022, que vous allez du coup terminer prochainement pour RTE? Voilà, qu'est-ce que tu penses de la chaire? Est-ce que pour toi c'est une opportunité, et surtout qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Voilà, c'est une question extrêmement longue que je peux découper s'il faut, il y a pas de souci. Je m'évertuerai à répondre à l'intégralité, car étudiant-chercheur, c'est absolument incroyable comme opportunité qui est donnée justement à un étudiant de pouvoir se familiariser avec le milieu de la recherche. La chaire RISET, c'est quelque chose d'assez unique en fait sur cette université, et c'est ça qui fait vraiment toute sa spécificité et tout le bonheur que j'ai dedans, c'est qu'on nous offre la possibilité de pouvoir faire de la recherche action, de se plonger au cœur de ce qu'est la recherche universitaire. Alors à notre niveau, on nous donne des tâches qui sont pas forcément à la hauteur de quelqu'un qui aurait un doctorat, mais en attendant, ça reste quelque chose qui est tout à fait gratifiant et tout à fait intéressant dans notre point de vue. Du point de vue qu'on puisse le mettre sur notre CV, que l'on puisse déjà se targuer d'une petite expérience de recherche, même si ce n'est qu'un stage, même si ce n'est qu'une mission recherche-action, c'est tout à fait valorisant pour aussi comprendre l'apport de l'histoire sur tous les sujets contemporains. Et en particulier, RISET, c'est absolument ça. Comprendre les dynamiques de transition, c'est tout à fait intéressant. Et ça peut être tout à fait intéressant pour se professionnaliser plus tard, quand un recruteur va demander qu'est-ce qu'on a pu faire pendant ces études. Et nous, on peut dire, regardez, les applications concrètes de l'histoire, ça existe, et c'est là. On voit souvent l'histoire sous le prisme du débouché en tant que professeur d'histoire-géographie ou alors de professeur des universités, mais il y a toute une zone grise dans laquelle l'histoire peut s'engouffrer et permettre d'ouvrir de nouvelles voies dans l'entreprise, en partenariat avec l'entreprise, dans des administrations publiques ou des institutions qui sont proches de l'État. C'est tout à fait intéressant de voir ces zones dans lesquelles il y a des opportunités possibles, et en particulier le monde de l'énergie. Aujourd'hui, c'est un monde qui est assez porteur. On est en pleine transition énergétique, en plein débat sur la transition énergétique. On sait que d'une manière ou d'une autre, elle aura
certainement lieu, mais du coup, ce qui remet au centre du jeu, juste, c'est entreprises de l'énergie, soit RTE, soit Enedis, soit EDF, toutes ces entreprises-là ont des besoins de personnes, à la fois dans la recherche et développement, mais aussi pour des postes de charge d'émission, pour énormément de choses. Et c'est porteur. C'est l'avantage justement de cette chaire RICET, de pouvoir en plus, dans une université où les postes sont si rares, où les postes de chercheurs se comptent sur les doigts de la main, où les campagnes de postes sont réduites à peau de chagrin pour des questions budgétaires qui ne sont pas directement liées à la fac, mais qui sont liées au ministère, donc où on se retrouve sur la fac à devoir gérer la pénurie. C'est vraiment un grand bol d'air d'avoir une chaire scientifique qui propose des postes, et des postes aussi qui peuvent être rémunérés pour des étudiants qui sont dans des situations parfois un petit peu difficiles économiquement. C'est pas avec les bourses ne suffisent pas forcément. Donc pouvoir trouver déjà une première forme d'expérience professionnelle qui permettent de subsister et de nourrir un CV, alors oui, c'est évidemment ce que tous les étudiants qui sont un petit peu passionnés par leur matière ont envie de poursuivre là-dedans, devraient absolument signer pour ça. Je regrette qu'il n'y ait pas d'autres structures comme la chaire RICET à l'université. Ça serait une mise en jambe incroyable pour bien des étudiants, plutôt que de trouver un taf alimentaire ailleurs. Je veux dire, être stagiaire à RICET, il y a quand même pas photo. Oui, tout à fait. C'est une conception que je partage, et en tant que du coup ancien étudiant chercheur pour les questions multimédia au sein de la chaire, c'était effectivement quelque chose qui était c'est d'ailleurs quelque chose que je devais valoriser en fait, ce côté professionnalisation, ce lien entre du coup l'université publique et le monde professionnel et les entreprises, avec l'université du coup qui a énormément peur en fait de proposer de nouvelles formations plus adaptées pour les nouveaux métiers, là où la chaire notamment a pallié, je trouve, à ce problème-là. Voilà, c'est quelque chose qui m'interrogeait, qui m'interroge toujours, hein, c'est quelque chose qui me passionne toujours, ces questions-là. Du coup, je te remercie beaucoup Antoine, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain podcast de Sobericast, qui sera du coup avec Victor Noguès, qui nous parlera de l'historisation du concept de culture électrique.